Bonjour, chers professeurs, collègues et invités distingués. Je m'appelle Catherine Bouillon. Je suis responsable du pôle recherche et innovation du groupe Essor. Les travaux de recherche que je vais vous présenter s'inscrivent dans le cadre de mon activité professionnelle et en particulier du doctorat axé sur la construction durable que je prépare. Je suis ravie de présenter nos premiers résultats de recherche abordant spécifiquement le thème de l'évaluation automatisée de l'empreinte carbone dès le stade précoce de la conception des projets de construction. Après avoir placé le contexte et situé le verrou scientifique, j'exposerai nos contributions. Enfin, je présenterai nos perspectives de recherche. Cette carte du monde illustre les résultats des études publiées par le GIEC l'année dernière. Il est évident que le seuil des 1 degré Celsius de réchauffement climatique a déjà été dépassé, ce qui est alarmant. En effet, on sait que l'impact environnemental de chaque dixième de degré supplémentaire est important puisqu'il entraîne des répercussions économiques et sociales significatives. La cause première de ce réchauffement climatique est d'origine humaine. À cet égard, le secteur du bâtiment porte plus d'un tiers de la responsabilité, tant en termes de consommation d'énergie finale que d'émissions de gaz à effet de serre. L'objectif premier de nos recherches est de développer les leviers qui contribuent à la durabilité des bâtiments. Les processus de conception traditionnels sont strictement descendants. Par conséquent, la définition du projet est rudimentaire lors de la première phase de conception. Cela est incompatible avec l'exigence d'informations complètes nécessaire à une évaluation précise de tout critère. Ainsi, la question de recherche est comment coupler la conception et le scoring. La bibliographie met en évidence deux paradigmes concernant les alternatives de modélisation paramétrique applicables à la conception des bâtiments. La première repose sur une approche traditionnelle de CAO. Elle se caractérise par deux niveaux d'automatisation en fonction de ses capacités génératives. Le deuxième paradigme repose sur la décomposition de l'espace en volumes unitaires appelés voxels. Ceux-ci sont dits cellulaires dans le contexte de la discrétisation par éléments finis et solides dans le cas d'une implémentation paramétrique. On parle alors d'analogons plutôt que de maquettes. Une analyse approfondie de ces approches de conception conclut que l'exhaustivité des données techniques est, dans les deux cas, nettement insuffisante pour assurer une évaluation holistique et précise en phase esquisse. Ce constat souligne la nécessité de développer un concept nouveau, tant en termes de modélisation globale que de paramétrage de la solution constructive. Nous avons désigné ce nouveau concept sous le nom de macro-voxel fonctionnel, désigné par ses initiales MVF. Ce terme est défini car il est à la fois précis en termes de paradigme et évocateur en termes d'approche. En termes de modélisation, l'objectif est d'étendre le concept de voxel pour aborder l'allocation des espaces fonctionnels en architecture. Cela englobe non seulement l'espace affecté à des activités spécifiques, mais également les exigences associées en matière de circulation, d'accès et de confort. Les aspects paramétriques des voxels solides sont étendus dans ce cadre à travers le développement de la notion de primitive. Il existe 7 primitives de ce type, chacune correspondant aux faces et au contenu du MVF. Ces primitives adressent paramétriquement les modes constructifs qui leur sont associés. La zone d'implantation est considérée comme un MVF. Chaque primitive MVF est associée à un vecteur d'attraction magnétique conformément à un ensemble de normes et de pratiques. Ce vecteur détermine le positionnement relatif de chaque MVF. Considérons l'exemple d'un escalier. Les réglementations sécuritaires imposent de minimiser les distances d'évacuation, tandis qu'aucune préconisation n'adresse son exposition. Dès lors, les propriétés répulsives affectées à toutes les primitives conduisent ce processus à placer les circulations verticales au centre de la zone d'implantation, ce qui est conforme aux meilleures pratiques.
Considérons maintenant l'exemple de deux postes de travail au sein d'un open space. Les propriétés magnétiques de chaque primitive sont dans ce cas définies de façon à générer une attraction globale vers la façade sud, puisque la réglementation impose une exposition optimale tant en termes d'éclairage naturel que d'apport calorifique. Ce faisant, les postes de travail sont automatiquement positionnés contre la façade sud du bâtiment, ce qui correspond effectivement à un emplacement optimal pour eux. Observons maintenant la séquence automatique qui permet de générer un modèle holistique dès la première phase de conception d'un bâtiment tertiaire sans sous-sol. L'exemple de modélisation présenté correspond à l'immeuble qui abrite le siège social du groupe Essor à Lens. La première saisie consiste à préciser le numéro de passerelle considéré. Le périmètre cadastral d'implantation est dès lors défini. Le concepteur est ensuite appelé à définir l'effectif et le ratio d'open space. À partir de ces trois seules données d'entrée, le concept développé génère automatiquement le modèle numérique de l'ouvrage selon la séquence ci-après. L'aménagement des parkings aériens et des voiries permet de déterminer l'emprise au sol disponible du bâtiment. L'implantation des MVF est alors réalisée du centre vers l'extérieur de ce périmètre. D'abord, les circulations verticales, les sanitaires et les autres locaux humides, puis les salles de réunion, les bureaux et les postes de travail en open space. À ce stade, toutes les circulations ont une largeur minimale. L'étape suivante consiste alors d'abord à évaluer les cul-de-sac, ce qui définit le besoin éventuel d'escaliers de secours, puis à déterminer la capacité d'évacuation des circulations. La largeur des circulations est alors ajustée et l'enveloppe finalisée. L'avant-dernière étape consiste à implanter les locaux techniques. Possibilité est alors donnée au concepteur d'apporter des ajustements. Enfin, la toiture est définie, les façades finalisées et les positionnements relatifs des parkings aériens, des voiries et du bâtiment sont ajustés. L'analogon est alors terminé. Par ailleurs, les modes constructifs sont décomposés jusqu'à atteindre le niveau qualitatif défini par les bases de données environnementales. Chaque donnée quantitative est ensuite déterminée en fonction de la contribution des sous-éléments à leur élément parent. Ces relations sont finalement représentées dans un graphique acyclique dirigé, qui est ensuite optimisé pour plus de précision et d'efficacité. Chaque lot est alors défini de façon précise par la juxtaposition des primitives de MVF. Les données immatérielles de consommation sont calculées conformément aux équations réglementaires, ce qui permet de dimensionner les lots techniques. Une nomenclature de fabrication complète est ensuite obtenue par combinaison linéaire. Cette modélisation est donc holistique dès la phase esquisse. La base de test comprend 7 projets réels. L'analogon de chaque projet est généré en utilisant uniquement les informations disponibles lors de la phase esquisse. Les résultats ainsi obtenus sont ensuite comparés à ceux initialement définis en fin de phase de conception. On observe que la représentativité de l'analogon est principalement affectée par la forme parallélépipédique des macrovoxels fonctionnels. Numériquement, le critère de référence est l'empreinte carbone définie selon la base de données réglementaire INIES. L'erreur moyenne de -3% est probablement due au seuil de 97% appliqué au filtre d'optimisation cumulative du DAG. Cette approximation est jugée acceptable car elle constitue un compromis efficace étant donné que la modélisation prend environ 3 heures à l'aide d'algorithmes programmés en VBA sur Excel. Fort de ces constats, les développements projetés visent l'optimisation et la généralisation de ce processus de conception. L'approche systémique proposée
permet d'évaluer l'empreinte carbone d'un projet dès les premières étapes de sa conception. De surcroît, elle assure la continuité des stratégies de développement durable déployées. Ce processus traite de la conception des bâtiments comme une combinaison de modes constructifs. Il permet ainsi au concepteur d'établir une relation cohérente entre volumétrie et éléments constitutifs, tout en préservant sa liberté de création. La finalité de ces travaux est une approche fondamentalement holistique, c'est-à-dire permettant une étude ascendante ou descendante au regard de multiples critères appliqués à différentes échelles. Cette slide présente les références relatives aux principaux articles scientifiques cités dans ce diaporama. Merci à tous pour votre attention. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez discuter de cette recherche plus en détail. Merci encore et bonne conférence.